tous et merci beaucoup pour votre présence en ligne à l'occasion de cette réunion annuelle digitale d'Arkea IS. Nous allons passer 1 heure ensemble pour faire bien sûr le point sur les dernières actualités du groupe, vous apporter des éléments de réflexion également quant aux tendances macroéconomiques et financières qui vont nous accompagner pendant ces mois et ces trimestres de l'année 2024. Et puis bien sûr, les experts des différentes maisons du groupe viendront partager avec vous leurs plus fortes convictions et leurs solutions d'investissement pour des univers qui iront de l'immobilier aux actions en passant par le non-coté. Je précise qu'un outil de discussion, d'échange, un chat est à votre disposition. N'hésitez pas à vous en servir pour poser les questions qui vous paraîtraient pertinentes au fur et à mesure de cette réunion. Nous ferons bien sûr tout notre possible pour pouvoir y répondre en temps réel. Quoi qu'il en soit, toutes les questions qui n'auront pas de réponse à l'occasion de ce moment digital trouveront réponse bien sûr auprès des équipes d'Arkea IS à l'issue de ce rendez-vous et de cet événement. Et tout de suite, pour donner le coup d'envoi de cette réunion annuelle, j'accueille à mes côtés François Deltour, le président du directoire d'Arkea IS. François, bonjour. Bonjour Grégoire, bonjour à tous nos clients, partenaires et distributeurs. Vous êtes plus de 500 personnes à avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci d'être avec nous cet après-midi. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce que représente aujourd'hui Arkea IS et de son positionnement dans le monde de l'industrie de la gestion d'actifs en France, notamment, François ? Oui, Arkea IS, ça rassemble dans un modèle multiboutique les expertises en gestion d'actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkea. C'est un ensemble d'entités qui sont expertes chacune dans leur domaine. Aujourd'hui, on va parler des expertises et solutions de 3 sociétés de gestion, de Fédéral Finance Gestion, qui déploient de nombreuses expertises avec une gamme importante, avec un prisme ESG important autour de 3 grandes familles de métiers. La gestion sous contrainte institutionnelle, des fonds monétaires, des fonds obligataires, des mandats. Des solutions structurées, quantitatives et de la gestion action thématique, et puis enfin de la multigestion et de la gestion pilotée, que ce soit sur des actifs cotés ou non cotés. Et puis Shelcher Prince Gestion, une boutique d'alpha de conviction sur un large spectre de classes d'actifs, là aussi sur du coté et du non coté en dette. Et puis enfin, Arkea REIM, qui se positionne comme la société de gestion de fonds immobiliers, actrice des transitions immobilières au service de l'épargne de ses clients. Jeune société de gestion qui marquera ses 2 ans, je crois, ce début d'année 2024, et les équipes d'Arkea REIM et les autres seront représentées tout au long de cette réunion annuelle. Qu'est-ce que vous retenez de 2023, François ? Notamment de ce que les marchés ont délivré en termes de performance au cours de cette année, partant d'une année 2022, on l'a peut-être encore en mémoire, qui a été une année particulièrement compliquée, pour ne pas dire plus, sur le front des grands marchés que sont les marchés actions et les marchés obligataires. Oui, effectivement, l'année dernière, à peu près au même moment, quand on parlait de 2022, on parlait d'une annus horribilis. Tant sur les marchés actions que sur les marchés obligations, on en a beaucoup parlé. C'est vrai que l'année 2023, elle a été très différente, bien meilleure finalement que 2022, et puis aussi bien meilleure que le consensus. On s'en souvient peut-être, mais début d'année dernière, on avait des marchés qui anticipaient un maintien de l'inflation à des niveaux très élevés. Finalement, les prix, ils ont connu une stabilisation plus rapide que prévu. On avait aussi des marchés qui redoutaient un atterrissage brutal de l'économie. On a le monde qui a échappé à la récession. Et puis pour finir, des marchés qui prévoyaient que les banques centrales continueraient de remonter leur taux d'intérêt. Ça a été vrai au début d'année, mais ces banques centrales ont finalement décrété une pause et laissé entrevoir, en particulier pour les US, la possibilité d'une future baisse. Alors tout ça, ça s'est traduit par, sur les actions, le fait que la performance a été excellente sur les différents marchés boursiers mondiaux, avec les principaux indices qui se sont rapprochés de leur niveau record. En France, on a même eu le CAC 40 qui a dépassé son niveau record l'année dernière. Et puis sur les obligations, un niveau de taux qui est resté élevé, avec des marchés obligataires qui terminent néanmoins en performance positive grâce à la baisse des taux qu'on a connue à la fin de l'année 2023. Alors je ne vais pas en dire plus sur ce sujet-là. Tous ces éléments, ainsi qu'une revue du marché immobilier, vont être détaillés dans la seconde partie de cette conférence. Dans ce contexte de marché que vous avez décrit dans les grandes lignes, quelles ont été les performances opérationnelles du groupe Arkea IS, François ? Si on revient rapidement sur 2023, ce qu'on peut dire, c'est que l'année 2023, elle a été très bonne pour Arkea IS. À la fin de l'année, nos encours ont dépassé les 66 milliards d'euros,
À titre de comparaison, fin 2022, on était à 62 milliards d'euros. Donc une hausse de près de 7%. Alors cette hausse des encours, elle est partiellement due à ce que je viens d'expliquer sur les marchés, l'effet performance, mais elle est majoritairement due à de la collecte, avec une collecte nette de 3,3 milliards d'euros, à la fois auprès d'une clientèle de particuliers et une clientèle d'institutionnels. Et puis si on regarde un peu plus en détail, la collecte sur nos OPC, hors monétaire, en fait, ça représente 10% de nos encours. Alors que le marché français a connu une décollecte de 4% de ses encours. Donc c'est vraiment une très belle performance et on remercie pour ça nos distributeurs, nos clients, pour la confiance qu'ils nous ont témoignée en nous confiant l'épargne de leurs clients. Un mot de l'ESG dans ce propos introductif, François, qui va être un fil rouge d'ailleurs de cette réunion annuelle, à nouveau, puisque l'ESG est une politique structurante depuis des années désormais, pour toutes les classes d'actifs sur lesquelles vous opérez chez Arkéa IS et dans les différentes boutiques et filiales. Est-ce que 2023 a permis de rassurer? Après, là aussi, une année 2022, j'y reviens encore, qui a été une année de contre-performance, peut-être historique dans l'histoire de l'ESG, en tout cas pour les produits et les indices ESG. Oui, dans l'histoire de l'ESG, en tout cas l'histoire récente, on a eu en 2020, 2021, on l'oublie un peu, des indices ESG qui ont surperformé les indices non ESG, quel que soit leur marché et puis quelle que soit leur modalité d'intégration ESG, que ce soit de l'exclusion ou que ce soit du best in class. C'est vrai qu'à cause de la crise énergétique et de la guerre en Ukraine en particulier, finalement en 2022, c'est l'inverse qui s'est produit. On en a abondamment parlé dans les différents journaux, en différentes tables rondes. Et puis en 2023, et ça c'est important de le rappeler, finalement les indices ESG, ils ont à nouveau très majoritairement surperformé. C'est le cas pour l'Europe, c'est le cas pour les US. Il n'y a que sur les émergents où les indices ESG affichent encore un retard par rapport aux indices non ESG. Alors nous, par rapport à ça, chez Arkéa IS, on reste convaincus qu'on a un rôle important à jouer dans ce qu'on appelle l'accompagnement des transitions, parce que en tant que gérant d'actifs, c'est-à-dire en tant qu'investisseur, en tant que financeur d'entreprises ou de projets, ça fait vraiment partie de notre mission première. Alors pour ça, en 2023, on a continué ce qu'on avait entamé, à savoir une démarche volontariste de labellisation de produits, avec 13 nouveaux produits qui ont obtenu un label ESG européen. Et puis on a poursuivi l'enrichissement de notre base de données propriétaire ESG qui contient maintenant plus de 5 millions de données ESG. Merci beaucoup François. On reviendra sur cette série d'innovations effectivement d'ici quelques minutes avec vous. On vous retrouvera un peu plus tard au cours de cette réunion annuelle après une toute première table ronde consacrée à la situation macroéconomique et à la situation des marchés financiers. Venons-en donc aux enjeux macroéconomiques et aux enjeux de marché pour 2024, des marchés financiers, des marchés immobiliers également. Et pour apporter l'analyse et l'expertise nécessaires à ces sujets-là, je vous demande d'accueillir à mes côtés Caroline Delangle, qui est responsable Cross Asset Solutions chez Fédéral Finance Gestion. Bonjour Caroline, merci d'être là. Bonjour. Adil Amor, qui représente Schelcher Prince Gestion, directeur général de Schelcher Prince Gestion. Bonjour Adil. Bonjour Grégoire. Et Yann Wittkok, le directeur général d'Arkéa REM pour la partie immobilière. Bonjour Yann. Bonjour Grégoire. Merci à vous trois d'être là. Adil, juste un mot pour se remettre un petit peu dans le contexte de ce qu'on appelle le consensus de début d'année 2023. On sortait d'une année 2022, François Deltour l'a qualifié d'annus horribilis pour les performances obligataires et des marchés actions. Quand on se remet en tête la psychologie des investisseurs en début d'année 2023, on se dit que 2023 a été un immense contre-pied. Alors, si on se rappelle un petit peu ce qui se disait sur le consensus économique, donc encore une fois, la partie éco peut être très décorrélée de ce qui se passe sur les bourses et sur les marchés. On imaginait que les banques centrales allaient casser la croissance, allaient être trop dures en termes de politique monétaire restrictive et que finalement les marchés allaient suivre. Quand on regarde ce qui s'est passé, fin d'année des marchés actions avec des performances à 2 chiffres, de la dispersion, etc., mais on y reviendra. Les actifs crédits aussi pour les gammes les plus exposés, les plus risqués, notamment le haut rendement européen, des performances à 2 chiffres et des taux d'intérêt. C'est ça aussi la petite nouveauté qui est assez, moi je trouve assez comique si je puis dire. On a fini sur des taux au 31 décembre 2023 qui étaient en deçà, sur la partie longue, de ce qu'on avait au 31 décembre 2022. Donc finalement, moi je retiens au niveau de Schelcher une seule chose, c'est qu'on a aujourd'hui un monde dans lequel
on a une grosse variance sur les anticipations macro et il faut être très agile pour en profiter. Parlons des performances des actifs risqués avec vous, Caroline, à commencer par les marchés d'actions. Qu'est-ce qu'on retient de la dynamique et des moteurs qui ont alimenté la performance de ces marchés boursiers l'an dernier ? Alors, sans aucun doute, 2023, ça a vraiment été une année de record historique sur les marchés actions. Alors, évidemment, dopé notamment par les perspectives de baisse des taux des banques centrales en 2024. Donc, on a assisté à un rallye assez incroyable en fin d'année, lié à la baisse des taux, bien évidemment. Cette baisse des taux qui soulage quand même énormément d'entreprises. Je pense aux valeurs immobilières qui souffrent de taux élevés, mais aussi les valeurs technologiques ou de croissance, qui sont souvent des valeurs endettées. Et donc, cette baisse des taux, ça permet de soulager cette pression sur ces entreprises et de faire monter le marché, ne serait-ce que par une logique de valorisation. Alors, un point très important cette année aussi, c'est qu'on a constaté une vraie hétérogénéité au niveau des performances. Entre un Nasdaq qui finit à plus 50% avec des valeurs technologiques qui sont firmament, et à côté de ça, on va avoir des secteurs en zone plutôt nulle ou négatif, comme les valeurs d'immobilier, de la santé, les small et mid cap. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention quand on dit je prends le marché dans sa globalité, parce que c'est un indicateur, certes, mais il faut vraiment aller chercher, cette année, c'était encore plus vrai, au sein des indices, des secteurs, pour trouver de la valeur. Je crois que dispersion est un mot qu'on va entendre souvent pour qualifier effectivement les phénomènes de marché qui ont marqué 2023 et qui marquent encore ce début d'année 2024. Qu'est-ce qu'on peut dire du crédit en 2023 précisément, Adil ? Le crédit 2023, il fallait être courageux pour s'y exposer, pour deux raisons. Parce que 2022, performance en moyenne, je crois, de moins 15%. François en a parlé juste au début. Et des banques centrales qui resserrent, des taux qui augmentent. Donc mécaniquement, on se dit, il pourrait y avoir un petit sujet. Ce qu'on a vu, c'est des performances à deux chiffres, encore une fois, pour le haut rendement, notamment sur le crédit, une faible volatilité. Même les actifs les moins risqués, l'investment grade en Europe, de très belles performances. Et quand on regarde de façon un peu plus précise la micro, il faut comprendre que oui, il y a une hausse des taux, mais une entreprise, quand elle se finance, la hausse des taux, elle ne s'applique pas sur le flux, sur le stock dans sa globalité. Voilà. Et l'autre point qui est assez essentiel, c'est que sur le marché du crédit, il est extrêmement important de regarder vraiment la structure bilancielle de ce qu'on finance. Ça, c'est fondamental. Et pour compléter ce que disait Caroline, et c'est un lien vraiment entre le crédit et les actions, aujourd'hui, les boîtes qui ont du cash, elles sont reines. Voilà. Et le Nasdaq, typiquement, les plus grandes capitalisations boursières, les Google, Amazon, même LVMH en Europe, elles ont du cash. Et ce cash aussi augmente la rentabilité sur le marché action. Il ne faut surtout pas l'oublier. Ouais. Oui, ça rapporte du 4-5%, quoi. Et c'est du résultat en plus. Et c'est du résultat en plus chaque trimestre pour ces entreprises-là. Sur le point clé des taux, Caroline, en lien bien sûr avec les politiques monétaires, vous le disiez, ça a été un des moteurs clés de la performance des actifs risqués l'an dernier, notamment sur la fin d'année 2023. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette anticipation de baisse des taux des banques centrales ? Effectivement, on a connu une hausse très importante des taux maintenant depuis 2022-2023. Donc maintenant, on voit qu'on est arrivé sur un palier, un niveau stabilisé des taux, et on pense que ce palier devrait durer encore 3 à 6 mois. Mais c'est vrai qu'on le souligne, je pense qu'on n'a jamais vu une hausse aussi importante des taux court terme sur une durée aussi limitée. Et donc finalement, ça fait que le couple rendement-risque aujourd'hui des fonds monétaires, il est excellent. Puisque, pourquoi ? On a du rendement monétaire à 4%, une inflation qui est en baisse vers du 2,5%, ça fait du 1,5% en taux réel. Et donc, d'ailleurs, ça se voit, parce qu'on voit nos clients des fonds monétaires, les entreprises revenir. On a des flux massifs importants qui reviennent sur nos fonds monétaires. Ouais. On reviendra sur les solutions monétaires, évidemment. Est-ce que c'est le retour à un monde normal ou presque normal, avec des courbes de taux qui restent légèrement inversées, mais qui se sont quand même un peu repentifiées, Adil ? Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, on est dans la normalité. C'est-à-dire que emprunter de l'argent, ça coûte de l'argent. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, il était temps que ça redevienne un petit peu la réalité. Et le point qui est assez essentiel, c'est que oui, il y avait un acheteur massif et stratosphérique qui s'appelle la Banque centrale en Europe et aux États-Unis qui s'est retiré. Donc maintenant, on est rémunéré pour prêter et on retrouve la vertu première du marché obligataire et du crédit au sens large. On prête, on a des coupons, on est rémunéré de façon régulière et normalement, si tout se passe bien, à la fin, on est remboursé. Donc oui, c'est la nouvelle normalité et pour moi qui va se projeter sur une très 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 longue période.
Sur la dynamique macroéconomique, Caroline, et je prends le point évidemment que faisait Adil, on peut distinguer, dissocier le tempo des marchés et le rythme de l'activité économique, mais sur la partie macroéconomique, quel est l'état des lieux que vous dressez là en ce début d'année 2024 et qu'est-ce qu'on peut dire des perspectives? Qu'est-ce qui alimente vos réflexions quand on réfléchit à la macroéconomie pour les prochains mois? Alors, je vais peut-être parler de la croissance. C'est vrai qu'au niveau de la croissance, on a quand même une croissance qui tient, notamment aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a quand même une résilience de la croissance qui est soutenue par la consommation, par un bon marché du travail, un taux de chômage très bas et même encore des créations d'emplois. Bon, par contre, c'est vrai que pour mettre un petit bémol à ça, on a quand même des indicateurs avancés, des indicateurs de confiance qui commencent à être un peu moins bons, à baisser un petit peu, donc qui peuvent laisser augurer quand même un peu plus de difficultés aussi au niveau de la croissance aux États-Unis. En zone euro, c'est un petit peu différent. On a clairement, c'est un peu plus compliqué. On a une faiblesse de la croissance. On a un peu de stagnation depuis quelques trimestres, notamment en Allemagne. L'Allemagne, on sait, qui est très dépendante de ses exportations. Et comme la Chine ne va pas bien, forcément, l'Allemagne souffre de ce point de vue-là. Et on constate aussi une baisse de la production industrielle en Allemagne. Donc une croissance plus faible en zone euro. Qu'est-ce que ça implique pour le futur des politiques monétaires, Caroline? Alors, Adil voulait peut-être un petit mot sur... Non, mais je peux compléter. Après, je pense que ça fera la transition avec les politiques monétaires. C'est que, je vais enfoncer le clou sur la macro et sur la croissance. Encore une fois, oui, la croissance n'est pas à 2 chiffres, ça c'est évident. Elle n'est pas non plus catastrophique en termes négatifs. Voilà, autour de 0 et de la croissance nominale, c'est bien. Et c'est même très bien pour des marchés du crédit. Parce que ça veut dire que s'il n'y a pas trop de croissance, il n'y a pas beaucoup de levier, on est protégé. Sur la Chine, pour compléter ce que disait Caroline, le point qui est intéressant, c'est que moi je pense qu'on ne peut attendre que des nouvelles positives de la Chine. Voilà. On a vu d'ailleurs des prémices de good news arriver de la Chine. Donc voilà, donc ça c'est un point. Une forme d'asymétrie, vous dites, dans le risque économique chinois aujourd'hui. La fameuse convexité Grégoire que vous connaissez, qu'on adore et qu'on cherche tous, aujourd'hui pour nous elle est présente sur le plan macro au niveau de la Chine. Et sur les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs avancés, sur l'Europe on voit que le crédit recommence à être distribué. Et sur le levier des ménages, ne pas l'oublier aussi, il est au plus bas. Voilà, on est sur des niveaux très faibles en Europe, au UK ou encore aux États-Unis. Comment vous réfléchissez au futur des politiques monétaires? Vous nous disiez plateau de 3 à 6 mois. Comment est-ce que la séquence va se dérouler selon vous, Caroline? C'est vrai que du côté des banques centrales, je vais enfoncer des portes ouvertes peut-être, mais on est sur un moment, une période charnière. Certainement un scénario central qui est d'une pause avant un assouplissement. Alors c'est vrai que quand on regarde les marchés en fin d'année, ils se sont certainement beaucoup emballés en anticipant une forte baisse des taux, et ça dès mars 2024. Les marchés s'attendaient à 175 BP de baisse des taux. Bon, vraisemblablement, on sera plus entre 50 et 100 BP. Après, il y a eu les comptes rendus des politiques monétaires aux États-Unis qui ont été plus modérés. Et puis, côté BCE, Christine Lagarde s'est montrée quand même très prudente. On va engager la baisse des taux certainement en zone euro une fois que la Fed aura amorcé le mouvement. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un décalage entre les États-Unis et la zone euro. Mais on s'attend à des baisses des taux, évidemment. Après, reste à voir le timing, l'amplitude, et qui va varier aussi au gré de certainement des publications des CPI. Des données d'inflation, effectivement, qui rythment la vie des marchés chaque mois en Europe et aux États-Unis. Un mot des risques exogènes, comme on dit, Adil. Alors la liste est longue, on ne peut pas y passer toute la réunion, ça n'aurait pas de sens, mais notamment du point de vue de la BCE, ce sont des facteurs extérieurs, des risques extérieurs qui sont importants à considérer pour tous les investisseurs aujourd'hui. Je vais être extrêmement bref, Grégoire, je vous rassure sur ça. En fait, le seul risque, on va dire, les risques qui nous paraissent fondamentaux, ils sont politiques, géopolitiques évidemment, et les risques que l'on scrute, c'est des risques potentiellement qui pourraient impacter les perspectives d'inflation. Voilà. Quand il y a un sujet, par exemple, au niveau de la supply chain mondiale, mécaniquement, oui, une banque centrale peut se dire que, mince, il y a un petit sujet sur l'inflation projetée à horizon 3-5 ans, et donc finalement, on ne va pas assouplir la politique monétaire. Ça, c'est les risques majeurs qu'il faut intégrer, politique, géopolitique, au niveau du monde, mais j'ai envie de dire, on n'a pas de boule de cristal, l'idée c'est de les piloter et de construire des portefeuilles qui anticipent
qui intègre tout ça pour avoir des comportements idoines si par hasard il y a un risque qui devait se matérialiser. Si on se focalise sur un risque macroéconomique qui serait celui d'un ralentissement peut-être plus marqué que ce qu'on anticipe aujourd'hui au cours des prochains mois et trimestres, qu'est-ce que ça implique pour le crédit par exemple, Adil ? Encore une fois, on n'imagine pas, moi je n'y arrive pas à imaginer un scénario, ce que j'appelle Armageddon. Voilà, en 2008, typiquement, moi je ne l'imagine pas. Maintenant, une croissance qui fait même du -1, -2, est-ce que c'est si grave que ça ? Si on a de l'inflation. Sur les actions, très simplement, si on a finalement une inflation, donc une croissance nominale, elle, qui est positive, d'accord ? Mécaniquement, les EPS, les résultats augmentent, c'est bon pour l'actionnaire. Et le créancier, s'il n'y a pas beaucoup de croissance, la boîte ne va pas s'endetter et ses intérêts seront quand même payés. Voilà, il faut juste éviter les dossiers compliqués, mais on y reviendra après. Yann, je me tourne vers vous. Vous avez un énorme déficit de temps de parole, mais il faut évidemment qu'on prenne le temps de parler de l'immobilier. On a décrit les grands paramètres de marché sur les marchés cotés, le taux, les taux notamment. Quel bilan vous dressez de l'année 2023 pour les marchés immobiliers ? Ce qu'il faut quand même appeler une crise, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, Yann. Et quelles sont les caractéristiques de cette crise immobilière, s'il faut l'appeler ainsi, par rapport à d'autres crises immobilières qui ont eu lieu dans le passé notamment ? Alors c'est une crise immobilière, mais ce n'est pas une crise des fondamentaux immobiliers, c'est une crise des taux qui a impacté fortement l'immobilier, puisque l'immobilier est une classe d'actifs comme une autre. Et donc, à partir du moment où les immeubles s'échangeaient dans Paris en dessous de 3% et que les taux ont fait une violente remontée, forcément, les immeubles dans Paris ne peuvent plus s'échanger au même taux. Mais derrière, on a des fondamentaux qui restent solides sur la plupart des marchés. Je pense qu'il y a un trait commun avec ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'hétérogénéité des marchés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un marché immobilier. Il y a des marchés qui vont plutôt très bien, notamment tirés par des valeurs locatives qui sont à la hausse. Je pense à la logistique notamment, puisque le Covid a eu un impact fort sur toutes les façons de travailler et ça a des impacts sur tous les secteurs de l'immobilier, que ce soit sur l'immobilier de bureau. Et là, on a des situations hyper contrastées à 3 km de différence. Si on prend la situation de la Défense et la situation du 8e, sur des immeubles de bureau, on n'est pas du tout sur le même marché. Aujourd'hui, il y a une pénurie terrible de bureaux dans Paris et les entreprises n'arrivent pas à se loger et on dépasse les 1 000 € du mètre, voire les 1 100 € du mètre maintenant dans Paris pour trouver du bureau, quand vous en trouvez. À la Défense, c'est l'inverse, les tours sont vides et se vident de plus en plus. Voilà, les gros immeubles de bureaux, c'est compliqué. Et je dirais que il faut vraiment avoir une analyse. 2023, ça a été une année de crise immobilière, mais ça a été aussi une période d'opportunité importante. Parce que qui dit crise dit opportunité. Il y a des secteurs qui s'en sortent. Il y a des pays où ça a shifté plus qu'ailleurs. Les pays d'essence anglo-saxonne. Nous, on regarde beaucoup l'Irlande parce que l'avantage de l'Irlande, c'est que c'est un pays anglo-saxon qui est en euros. Et donc, ça permet de faire des transactions très intéressantes. On est sur des taux qui sont très élevés dans le centre de Dublin, par exemple. Et donc, voilà, on a ces marchés qui sont vraiment 2023 pour résumer la situation, hétérogénéité des marchés. On n'a pas parlé du résidentiel, mais c'est pareil, on nous parlait d'effondrement du marché résidentiel. Dans les faits, il n'y a pas d'effondrement et en plus, l'impact n'est pas le même partout. C'est-à-dire qu'à Paris, oui, ça a un peu baissé, on parle de baisse de 3-4%, mais est-ce que c'est un effondrement ? Et si vous regardez PACA, on est sur des hausses encore de valeur en PACA parce que les drivers sont pas les mêmes. Donc il y a ce qui est important, on voit vraiment que la stratégie des véhicules est vraiment fondamentale parce qu'elle permet à l'asset manager vraiment de montrer là où il est capable d'aller chercher les opportunités. Oui, c'est ça, dispersion, opportunité. Exactement. On y reviendra. Si on réfléchit un peu aux perspectives sur les grands marchés, je reviens avec vous, Caroline, notamment sur les marchés d'actifs risqués et sur les indices boursiers qui sont au sommet un peu partout sur la planète, en tout cas pour les pays développés au moment où on se parle, en ce début d'année 2024. Comment on réfléchit aux perspectives et qu'est-ce qui peut permettre peut-être au mouvement de se poursuivre, Caroline ? Alors, sur les marchés actions, c'est vrai qu'on
On démarre l'année avec quelques inquiétudes, évidemment, sur la croissance en Europe, en Chine. Mais il ne faut pas oublier que la Chine aussi s'inquiète pour sa croissance et va donc certainement mettre en place un plan de relance. Et donc, si on a des bonnes surprises aussi au niveau de la croissance, ça pourrait aider les marchés à bien se tenir. Bon, évidemment, on ne va pas se cacher, 2024 sera certainement une année très volatile sur les marchés actions. Contexte géopolitique oblige. C'est également une année électorale très massive en 2024. Évidemment, les marchés vont scruter les comportements des banques centrales. Donc, cela va créer énormément de volatilité. On le verra, cette volatilité, d'ailleurs, ça peut être des véritables opportunités pour certaines stratégies, mais on y reviendra. Voilà. Si on complète juste un petit mot avec une vue un peu plus quantitative, chez Fédéral Finance Gestion, on a des modèles quantitatifs d'évaluation un peu des dynamiques de long terme des actions. Par rapport au niveau de fin d'année, ces modèles voient plutôt la dynamique de long terme en augmentation. Donc voilà, un signal, on va dire, un peu positif sur le marché action. Adil, sur ces perspectives actions, notamment. Non, mais pour compléter, Caroline a déjà dit beaucoup de choses et je partage totalement son analyse. Nos estimations pour l'année 2024, pour faire très simple, parce que c'est important et on doit se mouiller, on doit les faire, voilà, c'est 7-8%. Ça, c'est le marché action, 31 décembre au 31 décembre. C'est l'espérance normée des sur modèles, l'Europe, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on a avec le dividende, avec la croissance un peu inflationniste des EPS et du re-rating un petit peu sur tout ce qui est valorisation en price earning. Voilà, ça, le 7-8, il est là. Et on a un 7-8, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut rester investi. C'est déjà une très bonne nouvelle. Voilà, on a le droit de rester investi, on ne va pas perdre d'argent. Bonne nouvelle. Maintenant, Caroline l'a dit, on va le répéter, je vais compter le nombre de fois qu'on va le répéter, mais on aura de la dispersion. Voilà. Ça, encore une fois, ça va être important. Et en fait, on peut avoir aujourd'hui envie d'investir, par exemple, sur les banques. Moi, j'adore les banques. On adore les banques. Pourquoi ? Parce qu'on rend du capital aux actionnaires. On distribue du dividende. Fondamental. Les télécoms, c'est un secteur très mal aimé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis des capex monstrueux pour développer la fibre, la 5G, etc. Maintenant, le cycle de capex réduit. Donc, intéressant. En juin, si ça se trouve, on va adorer la tech. Tout ça pour dire quoi ? Le côté agnostique et chercher le bon positionnement au bon moment, il va être essentiel. Mais les actions dans un monde en inflation, évidemment, il faut en avoir. C'est un actif tangible, réel, qu'il faut détenir. C'est une couverture contre l'inflation. Par l'inflation et dans le chiffre d'affaires et dans les sales, c'est mécanique. Sur la partie rendement, fixed income, la partie taux, Caroline, qu'est-ce qui vous intéresse ? Où est-ce qu'on est confortable encore aujourd'hui ? Oui, alors sur le monétaire, on en a parlé un petit peu déjà. Donc on anticipe une baisse. On l'a dit, de combien, c'est difficile à évaluer. Dans combien de temps ? Donc les banques centrales sont en train d'être à la manœuvre et de calibrer tout cela. Mais si finalement on a des bonnes surprises sur l'inflation, déjà ça pourrait permettre aux banques centrales d'accélérer. Et puis si la croissance est plus décevante que prévu, ça pourrait aussi leur donner de la marge de manœuvre pour baisser leur taux. Donc baisse sur le monétaire, on va revenir vers du 2%, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça va être extrêmement progressif. Oui, c'est ça. Sur le crédit, quel est le niveau de sélectivité qu'on a envie d'avoir aujourd'hui, Adil ? Niveau de sélectivité, on a envie d'avoir des entreprises qui génèrent du cash. Voilà, ça c'est fondamental. D'accord. Il fut un temps où, quand les taux étaient négatifs, on pouvait espérer regarder l'avenir très lointain. Là aujourd'hui, il faut du cash. Voilà, il y a des secteurs qu'on aime beaucoup. Voilà, secteur aérien par exemple, qui génère du cash, qui a des bilans très solides. Il va falloir aussi être très sélectif sur l'horizon. Financer une boîte à 3 ans, c'est pas 10 ans. À 3 ans, quand on a de la visibilité, qu'on a 10 de rendement, on aime beaucoup. Ça, c'est des choses qu'on trouve. Et il va surtout falloir éviter les boîtes qui ont trop de dettes. Voilà, par rapport aux fonds propres. Ça, et c'est typiquement les défauts qu'on a eu en 2023 ou les défauts et restructurations qui sont en train de se matérialiser en 2024. Sur la partie immobilière, Yann, comment vous réfléchissez aux perspectives 2024, sachant quand même, il faut regarder un peu ce que les stratégies 2023 ont délivré chez vous, chez RK Reim, Yann. Les performances sont positives, sont très positives. Sont très positives, oui, puisque Transition Europe, on a fait 8-16%, je pense qu'on va être numéro 1, mais parce qu'encore une fois, on a la chance d'avoir lancé sur un timing très très bon. Marché en crise, c'est opportunité, et 2024, ça sera encore un marché d'opportunité. On sent que ça se tasse, que cette baisse soudaine en décembre, à 200 points de base des taux, a fait que la prime de risque s'est un peu reconstituée sur l'immobilier, et on voit plus de gens sur les appels d'offres. Donc, ce qui est sûr... Le marché se dégrippe un peu ?
le marché se dégrippe un peu et ça sera l'année des gens qui ont du cash à investir en fait. Et l'avantage des nouveaux véhicules qui se sont constitués comme les nôtres, c'est qu'on collecte parce qu'on fait de la performance et donc on va pouvoir bénéficier de ces opportunités. Et il y a un effet boule de neige, cycle très vertueux où on achète aujourd'hui des actifs à des taux de 7, 8, 9%, même plus de 9% pour certains actifs en ce moment, et avec des niveaux de risque très raisonnables sur ce genre d'actifs. Donc vraiment une belle année, je pense, en perspective, mais il faudra savoir choisir les bons actifs. Ouais. Il faut qu'on aille vite, Adil, Caroline. Un mot de la stratégie d'investissement pour Schelcher Prince Gestion. Une fois qu'on a décrit l'environnement tel qu'on l'a décrit, comment est-ce que ça peut se décliner? C'est quoi les grandes lignes directrices et peut-être des produits qui permettent aussi de s'exposer justement au marché financier en 2024? Alors sur la stratégie, je vais être très très rapide. C'est crédit, encore crédit. Voilà. Socle essentiel, fondamental pour une allocation d'actifs. C'est le nouveau monde. Aujourd'hui, tout le monde en est convaincu et on a vu que 2023, ça a été démontré. Ça, c'est dit. En termes de produits volés Schelcher, forcément crédit. Voilà, le haut rendement, on aime, on adore pour des raisons techniques, pour des raisons de rendement, pour des raisons de volatilité. Ça, c'est essentiel. Les fonds datés aussi. La partie action, le côté agnostique, couvert, c'est essentiel. Et le non-coté avec un prisme ESG très très fort. Caroline, vous disiez, le monétaire doit rester une option centrale, même peut-être pour les investisseurs, encore en ce début d'année 2024. Oui, effectivement. Alors, on a parlé des fonds monétaires classiques, mais c'est aussi l'opportunité pour développer ce que j'appelle des solutions monétaires. Et ça redevient possible dans le contexte actuel, c'est-à-dire, par exemple, dans le cadre d'une éligibilité PEA, être investi sur un panier d'actions et d'être exposé à des rendements de type Ester. Et on peut même aller plus loin que ça aujourd'hui en concevant c'est vrai que c'est une opportunité aujourd'hui pour développer son ingénierie, sa créativité, des solutions PEA, par exemple, exposées du crédit. C'est des choses qu'on regarde d'ailleurs en collaboration avec Adil. Voilà. C'est partie monétaire. Sur la partie action, quelle approche est-ce que vous privilégiez chez Fédéral Finance Gestion? Sur la partie action, on a une approche thématique. Donc, nous sommes en train de lancer une gamme de 4 fonds thématiques, alors sur des thématiques qui nous sont très chères et qui sont aussi dans l'ADN du groupe Arkea, qui sont la biodiversité, le bien-être, la priorisation à l'économie européenne, l'intelligence artificielle, avec une approche assez innovante qu'on appelle quantamental, un mixte entre la gestion fondamentale et quantitative. Merci à vous trois. Adil Amor pour Schelcher Prince Gestion, Caroline Delangue pour Fédéral Finance Gestion et Yann Vidcock pour la partie immobilier et Arkea Reim. Avant d'aborder dans le détail, effectivement, les solutions d'investissement, notamment pour la partie action et la gestion thématique, nous retrouvons François Deltour, le président du directoire d'Arkea IS. François, pour effectivement voir un petit peu avec vous comment est-ce que ce qu'on vient de décrire du contexte des marchés financiers, comment est-ce que tout ça peut se décliner en matière de solutions d'investissement pour vos clients. Vous évoquiez tout à l'heure en préambule un certain nombre d'innovations qui ont été apportées au marché, comme on dit, par Arkea IS ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, l'environnement de marché, on vient de le voir, il a beaucoup changé. On a donc lancé l'année dernière une quinzaine de nouveaux produits. On visait en fait, avec ces lancements, d'offrir à nos clients des solutions qui soient justement adaptées au nouveau contexte de marché dont on vient de parler. Finalement, si on prend un peu de hauteur, on peut regrouper ces lancements produits autour de 6 thématiques. Tout d'abord, les fonds obligataires à échéance, évidemment, qui permettent de cristalliser un environnement de taux intéressant. On a aussi lancé une gamme de produits indiciels sur des indices ESG alignés aux accords de Paris. Et puis les produits structurés, bien sûr, avec la volatilité forte. Des produits structurés, ça permet de capter du rendement avec un niveau de protection intéressant. Des solutions aussi qui donnent accès à de la dette non cotée pour des investisseurs particuliers. Des fonds actions thématiques, on va reparler tout à l'heure, et des fonds actions aussi de conviction. Et puis pour finir, des produits immobiliers avec notre première SCPI lancée en janvier dernier, et puis un club deal, là encore, dans l'immobilier. Comment est-ce que ces innovations ont été accueillies par le marché et vos clients, François ? Tout d'abord, 2023 a été une très bonne année en termes de collecte sur les produits structurés, en particulier sur notre gamme Autofocus Transition Climat. Le contexte de taux est favorable, on l'a déjà beaucoup dit, mais il nous a permis, et il nous permet toujours de proposer des produits avec des formules intéressantes qui répondent vraiment
aux besoins des investisseurs. Et puis ce niveau élevé de taux, finalement, il a remis au goût du jour, il remet toujours au goût du jour les fonds obligataires à échéance, qu'on avait un peu oubliés ces dernières années, mais qui sont vraiment des produits que je trouve incontournables en gestion collective pour pouvoir cristalliser des rendements. Et justement, qu'est-ce qui caractérise l'approche d'Arkea IS dans le déploiement de ces solutions et la structuration de ces fonds obligataires à échéance ? Sur ces fonds obligataires à échéance, on met à disposition des investisseurs des fonds investment grade, c'est-à-dire avec des crédits de très haute qualité, des fonds high yield avec des maturités différentes entre 2006 et 2028. Donc aujourd'hui, on propose 3 fonds complémentaires. Le fonds Shelcher Global High Yield de 2028 qui investit sur de la dette d'entreprise pour partie en Europe et pour partie sur les marchés émergents. Le fonds fédéral Obligation ISR 2026, un fonds 100% investment grade. Et enfin, un 3e fonds qui investit, lui, dans de la dette bancaire, le fonds Shelcher European Bank Bonds 2028. Dans une vision un peu prospective, François, quelles sont les autres grandes tendances porteuses à long terme que vous identifiez pour l'avenir ? Quels sont les segments de votre industrie là, qui sont, selon vous, amenés à croître pour plusieurs années peut-être ? C'est vrai qu'on a une gestion long terme qui se développe progressivement en France. Je pense qu'elle va accélérer avec notamment l'émergence des solutions de retraite dont on commence à parler beaucoup. Et il nous semble important de proposer justement des produits qui répondent à cet horizon qui est pour le coup vraiment un horizon de long terme quand on parle de la retraite. Bon, et comment ça se décline ? Enfin, qu'est-ce qui fonde justement ou permet de fonder une gestion performante de l'épargne long terme, François ? Je viens de parler de l'obligataire, je viens de parler des structurés qui sont plutôt des produits pour des horizons de moyen terme. On identifie, nous, 3 classes d'actifs qui sont cruciales pour bâtir une épargne de long terme qui soit solide, qui soit performance. Alors tout d'abord les actions. Les actions, ce sont des investissements essentiels pour capturer l'inflation et puis pour profiter des tendances à long terme. La gamme Fédéral Focus, lancée cette année, elle se concentre précisément sur ces tendances durable. Puis en deuxième lieu, le non-coté, qui était initialement plébiscité par les institutionnels parce que très faible volatilité et puis possibilité de capter ce qu'on appelle la prime d'illiquidité, elle s'adresse désormais à des investisseurs particuliers. Et dans le contexte de taux actuel, si on regarde le non-coté globalement, on peut s'intéresser, et on s'intéresse nous à la dette non-cotée, la dette d'entreprise, la dette infrastructure, qui se profile comme une opportunité vraiment attractive, car elle propose des rendements extrêmement intéressants. Et puis enfin l'immobilier, ça continue évidemment de tenir une place prépondérante dans les allocations. Il est impératif, et ça a été dit aujourd'hui, de s'adapter à ce marché qui est en constante évolution et avec la prise en compte des nouvelles tendances pour pouvoir tirer profit des opportunités qui existent. Merci beaucoup François de nous avoir présenté, esquissé ces 3 grandes tendances, actions, non-cotées et immobilier. Nous allons revenir en détail à présent avec les différents experts du groupe. Nous allons passer au monde non coté avec 2 autres experts qui me rejoignent pour nous apporter leur expertise pendant quelques minutes autour des enjeux du non coté qui devient une poche long terme incontournable. C'est le sujet dont nous parlons avec Charlotte Lavie-Daufort, qui est directrice dette infrastructure et co-responsable de la plateforme infrastructure transition chez Shelcher Gestion. Bonjour Charlotte, merci d'être là. Et Xavier Laurent, à vos côtés, qui est le responsable de la multigestion et de la gestion pilotée chez Fédéral Finance Gestion. Bonjour à vous Xavier. Bonsoir. Pour bien comprendre ce dont on parle, l'univers non coté, les actifs privés, les actifs non cotés, de quoi parle-t-on précisément et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, Xavier ? Par ce terme, ça englobe évidemment l'ensemble des actifs, des supports d'investissement qui ne sont pas cotés sur les marchés financiers. De façon très, très claire. Concrètement, il s'agit de financer ou d'investir dans des actifs de l'économie réelle, alors évidemment des entreprises, mais de l'immobilier, des infrastructures, et qui par nature ne sont peu ou pas liquides. Alors historiquement, le non-coté s'est développé au travers du capital investissement, financement en fonds propres des entreprises. Et plus récemment, et depuis la crise de 2008 notamment, la dette privée a connu un fort essor. Elle s'est substituée ou complété le financement bancaire vers les entreprises. Dans les 2 cas, ça permet d'accéder à des entreprises à forte croissance ou des entreprises plus matures dans le financement de nouveaux projets.
Et point essentiel, c'est aussi accompagner les PME et les ETI dans nos territoires quand elles sont innovantes et performantes. Et ça, c'est un point très intéressant. Comment ça se retrouve chez Fédéral Finance Gestion, par exemple ? Justement, on vient de lancer un produit qui associe ces deux classes d'actifs, avec une propension un petit peu plus forte de l'investissement sur la dette. C'est un segment qu'on connaît bien, puisqu'on y investit maintenant depuis plus de 10 ans pour le compte de notre assureur. D'accord. La traduction de l'offre non cotée chez Shelterprint Gestion, Charlotte ? Alors chez Shelterprint Gestion, nous finançons à la fois les entreprises françaises et européennes, c'est ce qu'on appelle la dette privée corporate, et puis également les infrastructures, la dette privée d'infrastructures, destinée à financer des projets essentiellement dans le domaine de la transition énergétique et transition digitale. On va y revenir. Pourquoi infrastructure et transition au pluriel font bon ménage effectivement dans cet univers non coté. Xavier, le sujet c'est poche long terme incontournable. Pourquoi est-ce que ces actifs non cotés sont aujourd'hui des actifs stratégiques, cœur de portefeuille et est-ce qu'il y a dans cet univers-là un segment particulier qui vous paraît mériter un peu plus d'attention peut-être pour les prochains mois, les prochains trimestres ? Alors ça fait débat en ce moment, effectivement. On a plein de questionnements pour la diffusion, mais premièrement, les investisseurs de long terme, je parle des assureurs, des fonds de pension, des family office, ils consacrent une part très importante de leurs investissements, entre 10 et 20% en moyenne sur les 30 dernières années. Donc c'est conséquent. Si c'est bon pour eux, ça devrait être bon aussi pour les autres investisseurs. Il n'y a pas de raison. Voilà, exactement. Le deuxième point, c'est qu'on l'a évoqué, c'est un actif peu ou pas liquide, donc il se porte sur très long terme. Pour espérer avoir le rendement attendu, il faut accompagner. Le point qu'on trouve, nous, intéressant en complément de cette liquidité, entre guillemets, s'il devait y avoir deux avantages, c'est évidemment le fait qu'on s'extrait de la volatilité à court terme des marchés par rapport au côté. Donc ça, c'est un avantage certain, ça rassure. Et le deuxième point essentiel, c'est que cette liquidité, elle est rémunérée par une prime. Alors, quand on regarde la rémunération sur les 10 dernières années du private equity français, du capital investissement français, c'est 14% de performance annualisée contre 8% au CAC 40, donc on a une prime significative. Ouais. Alors, elle est un peu élevée, en moyenne, elle est plutôt aux alentours de 2-3%, mais bon, voilà. Et sur la dette privée, aujourd'hui, les rendements qu'on constate sur la dette non cotée, c'est entre 10 et 12%, face à des obligations cotées de même rang, entre 6 et 8%, donc on a une prime significative. Ce dernier segment nous plaît particulièrement parce que, avec la hausse des taux et les rehaussements de primes, et liquidités et crédits, on a des niveaux de rendement super attractifs avec une volatilité bien contrôlée. Donc on trouve que le segment du non-coté est vraiment complémentaire des actifs traditionnels, donc à considérer dans le cadre de notre constitution de portefeuille, évidemment. Et avec l'évolution de la réglementation européenne, maintenant, ces supports se retrouvent accessibles à la plupart d'entre nous, au travers des contrats d'assurance vie et des plans d'épargne retraite. Donc ça, c'est un vrai développement à venir. Ouais. Sur la partie infrastructure de transition, Charlotte, identifiée par tous comme un segment d'avenir, amené à connaître une forte croissance devant nous pour les prochaines années. Pourquoi ? Qu'est-ce qui explique cette situation porteuse pour ce segment de marché spécifiquement ? Alors tout d'abord, le contexte d'urgence climatique. Face à cette crise climatique, l'Europe s'est engagée sur des objectifs très ambitieux. Réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2030 de moins 55%, neutralité carbone en 2050. Donc évidemment, ces engagements nécessitent des investissements massifs et particulièrement dans le domaine des infrastructures. C'est par exemple très vrai dans le secteur de la transition énergétique, puisqu'on va recourir de façon accrue aux énergies renouvelables. Donc, qui dit énergie renouvelable dit besoin de construire des centrales solaires, des éoliennes, etc. En 2023, par exemple, le financement des énergies renouvelables, c'est le seul secteur en fait qui progresse dans un marché mondial des infrastructures qui est en recul. C'est le seul secteur qui progresse, qui représente 25% du marché mondial, et l'Europe y contribue pour moitié. Donc vraiment un axe très fort. L'autre secteur que nous identifions, c'est celui des transitions digitales, avec le déploiement des réseaux de fibre optique. Alors, il a été dit qu'on en avait déjà fait beaucoup, mais il en reste beaucoup à faire, particulièrement en Europe. Et puis, la construction des data centers également. Donc, sur ces deux segments très porteurs, c'est là que nous focalisons nos efforts d'investissement chez Shelterprint Gestion. Et concrètement, qu'est-ce qui caractérise alors l'investissement en dette infrastructure ? On comprend ce qu'on finance à travers ces outils, mais sur le plan financier, comment ces marchés-là sont caractérisés ? Quelles sont les espérances de rendement qu'on peut modéliser pour les prochaines années, Charlotte ? Alors pour un investisseur, la dette infrastructure, elle a 4 grands atouts. Ouais. Le premier, il s'agit d'actifs réels de long terme qui apportent un service essentiel.
Le second atout, c'est le caractère contracyclique de cette classe d'actifs et une protection naturelle contre l'inflation. Donc, dans le contexte actuel, c'est très précieux. Troisième atout, c'est le couple rendement-risque très attractif. La dette infrastructure bénéficie d'une prime de complexité et d'illiquidité due au fait de la structuration financière de ce type de financement, et tout en étant combiné à une grande résilience en termes de risque, des taux de recouvrement élevés, un package de sûreté très significatif. Et puis, dernier atout, et non des moindres, nous finançons des actifs à impact qui portent sur des secteurs traditionnellement verts et donc qui apportent une contribution réelle à la lutte contre le changement climatique. Donc, c'est l'aspect green de cette classe d'actifs. Qu'est-ce qui serait un exemple allant dans ce sens-là Alors, un exemple qui concilie performance financière et extra-financière. Par exemple, un actif qu'on a financé l'été dernier, il s'agit de financer le déploiement de boîtiers intelligents pour piloter la consommation électrique résidentielle en France. Ça répond aussi aux enjeux de sobriété, flexibilité du réseau électrique. Et en termes d'impact, l'électricité qu'on ne consomme pas, qu'on ne produit pas, c'est la moins polluante. Le fait d'éviter la consommation dans des périodes de pointe, ça permet d'éviter la mise en route des unités de production marginales les plus polluantes comme les centrales à charbon. Pour le consommateur final, c'est une économie d'en moyenne 15% sur sa facture électrique. Et donc au cœur de l'efficience, quoi. Un impact réel. Et sur ces produits-là, on arrive aujourd'hui à délivrer une performance de l'ordre de 10%, tout en ayant ce caractère green embarqué. Merci à vous deux, merci d'être venus nous apporter votre expertise sur ce monde du non-coté qui prend de plus en plus de place, une poche long terme incontournable. C'était le sujet de cette table ronde avec vous deux, Charlotte Lavitte d'Hautefort pour Shell Prince Gestion, et Xavier Laurent pour Fédéral Finance Gestion. Et nous en venons à l'immobilier, évidemment, l'immobilier qui garde une très bonne place dans les solutions d'investissement auxquelles il faut réfléchir pour 2024. 3 experts à mes côtés pour en parler, tous les 3 évidemment chez Arkea RM, la jeune société de gestion lancée il y a 2 ans maintenant par le groupe Arkea IS. Cécile Bouzoulou qui est à mes côtés, responsable de l'activité Club Deal d'Arkea RM. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci d'être là. Benoît Fréret, qui est là également, gérant immobilier chez Arkea RM, et Abdelkader Guenui, responsable fund management chez Arkea RM, toujours. Bonjour. Abdelkader. Benoît, un mot du marché. On a évoqué un peu les grande dynamique 2023 avec Yann Vidcock tout à l'heure. Sur le résidentiel français plus précisément, comment la tourmente s'est matérialisée concrètement ces derniers mois et ces derniers trimestres ? Oui, tout à fait. Alors moi, je ne parlerai peut-être pas de tourmente, mais ce qu'on peut dire, c'est que 2023, ça a quand même été une année assez marquante pour le marché du résidentiel, puisque les prix d'immobilier en France ont connu à peu près une baisse de moins 1,5. Ouais. Donc ça, c'est un fait. C'est une première depuis 2016. Mais ce qu'on peut dire, en fait, c'est qu'on a vu en fait l'apparition d'un marché un petit peu à 2 vitesses, avec d'un côté des baisses sur des grandes métropoles, comme Lyon, Bordeaux, autour de moins 8, moins 9. Une ville comme Paris, qui a vu ses prix diminuer d'à peu près moins 5%. Et en fait, de l'autre côté du spectre, on a en fait des classes d'actifs dans le résidentiel, des biens luxe, ultra luxe, situés dans des régions comme la région PACA, il y en a parlé tout à l'heure, ouais. Certains arrondissements prime parisiens qui en fait ont continué à prendre de la valeur cette année. Il y a une dispersion, une barbellisation là, de ce marché immobilier, exactement. De ces marchés immobiliers. C'est exactement ça. En fait, s'il n'y a pas un marché, il y a vraiment des marchés dans le marché du résidentiel. Et en revanche, ce qu'on a vu, c'est que suite à la hausse des taux qu'on connaît depuis 1 an et demi, c'est davantage en fait les volumes de transactions qui ont été impactés, puisque cette année, en 2023, il y a eu moins de 900 000 transactions dans le résidentiel, dans l'ancien. Et donc ça, c'est vraiment le plus gros impact, on va dire, sur l'immobilier résidentiel en 2023. C'est un choc de taux, c'est une crise de taux avant tout de financement, mais ce n'est pas une remise en cause des fondamentaux immobiliers aujourd'hui. Abdelkader, sur des segments plus commerciaux, de l'immobilier commercial, qu'est-ce que vous retenez de ces derniers mois et ces derniers trimestres ? Je rebondis sur la dernière phrase de Benoît, mais concrètement, c'est aussi il y a une crise qui a fortement impacté les valorisations des actifs immobiliers, donc forcément les valorisations des fonds.
On a plusieurs sous-marchés qui sont, à mon avis, assez disparates en termes de réaction à cette crise immobilière. On a des marchés résilients, tels que l'hôtellerie, tels que la santé ou encore le résidentiel géré. Le résidentiel de luxe, il en a très bien parlé, Benoît, mais il y a eu d'autres marchés qui ont un peu plus décompressé. Je pense notamment au bureau et à la logistique. Et donc, ces marchés ont été des marchés opportunistes, d'opportunités, dans des localisations bien évidemment prime. Et in fine, à la fin de l'année, on a quand même eu certains indicateurs macroéconomiques qui sont plutôt rassurants, qui ont un impact fort sur l'immobilier. On a une stabilisation des taux directeurs, on a un consensus de marché qui commence à se tenir, et donc on pense qu'il y aura beaucoup plus de volume de transactions en 2024 qu'en 2023, parce qu'il faut le rappeler, mais le volume a diminué de à peu près 50%. Aussi. Ouais, c'est ça. Parlons de vos fonds à présent, Benoît. Pour Silver Avenir, donc qui est la SCI résidentielle, c'est ça. Et ce qui est marquant, et on l'évoquait déjà tout à l'heure avec Yann, c'est la performance des stratégies dont on parle et dont on va parler. La performance nette pour Silver Avenir s'affiche à 6,15% en 2023. Ça vous met sur le haut du podium, quasiment la première marche, pour dire les choses, hein, pour les SCI en unité de compte. Vous êtes deuxième en l'occurrence. Qu'est-ce qui explique cette performance, Benoît ? Ouais, alors je dirais qu'en fait, la performance de Silver Avenir, elle s'explique vraiment par 3 grands facteurs qui sont vraiment les composantes essentielles du fonds Silver Avenir. C'est que déjà, Silver Avenir investit majoritairement dans du résidentiel haut de gamme. Donc déjà, on est décorrélé du résidentiel commercial. Et donc en fait, cette poche, on l'a vu cette année, elle a continué à prendre de la valeur. Aujourd'hui, les fonds Silver Avenir ont pris en 2023 plus 1,8% sur l'ensemble du portefeuille. Donc ça, c'est génial. Et l'autre point, c'est qu'on a collecté de façon positive cette année. Et en fait, cette collecte positive nous a permis d'investir pour à peu près 250 millions d'euros d'investissement en résidentiel diffus, résidentiel haut de gamme. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, ça représente à peu près 244 nouvelles lignes en immobilier direct. Donc c'est énorme. Et ensuite, le dernier facteur, c'est que Silver Avenir, c'est un fonds un petit peu particulier, c'est un fonds viager qui en fait bénéficie d'une mécanique de revalorisation positive de sa valeur d'expertise. C'est-à-dire que dans nos books, on rentre une valeur nu pro. En fait, au fur et à mesure que les seniors vont prendre de l'âge, eh bien, la valeur pleine pro en fait va se reconstituer. Et donc du coup, mécaniquement, le fonds va prendre de la valeur. Après une année comme celle-là, quels sont les objectifs 2024 pour Silver Avenir, Benoît ? Alors, on espère collecter à peu près 150 millions d'euros, investir toute cette collecte. Au niveau de la performance, compte tenu du contexte, on va essayer d'être prudent, on vise entre 4 et 5%, qui est l'objectif, on va dire, un petit peu initial du fonds. Et ensuite, le dernier levier sur lequel on travaille, c'est de développer en fait la création de valeur lorsqu'on récupère la pleine propriété des biens. Donc, on travaille sur des solutions de co-living senior et on a également un beau projet hôtelier en cours sur un actif qu'on a récupéré à Marseille. Qu'en est-il de Territoire Avenir, donc, qui est la SCPI diversifiée dont vous nous parlez, Abdelkader, qui a marqué en juin 2023 sa première année pleine, c'est ça, d'exercice SCI diversifiée. SCI diversifiée, autant pour moi. Alors, effectivement... Quel était l'objet de la stratégie, ce qu'on peut en dire, et de la performance 23 ? Territoire Avenir, donc une SCI diversifiée, je le rappelle très rapidement, mais qui achète des actifs immobiliers avec une stratégie diversifiée en termes d'immobilier sur tout le territoire français. Et la stratégie d'acquisition immobilier, de l'immobilier en direct est essentielle parce que ça nous permet de créer de la valeur non seulement à l'acquisition, on le verra, mais aussi sur la gestion et la cession. Et donc c'est un point différenciant et assez notable par rapport à l'ensemble des SCI du marché. Une très bonne année 2023, même excellente. On a collecté plus de 200 millions d'euros dans un marché assez compliqué. On a investi sur 19 actifs partout sur le territoire français avec un rendement moyen élevé par rapport à nos perspectives initiales qui est du coup de 5,5. Et tout cela nous a permis d'afficher une très belle performance de 5,64%. Bon. Comment on affiche une performance comme ça ? Là aussi, on en parlait, la plupart des fonds immobiliers ont des valeurs en baisse à l'issue de 2023. Complètement. Alors, c'est naturel, le marché immobilier est un marché financier, un marché cyclique, donc forcément, à un moment ou à un autre, les valeurs d'expertise vont diminuer et peuvent augmenter. On est dans un contexte plutôt baissier en termes de valeurs d'expertise qui touche directement à la valorisation des valeurs liquidatives et donc forcément une baisse de ces valeurs liquidatives. Alors, on l'a lancé dans un moment plutôt opportun où on était sur des taux assez élevés et les
acquisitions qu'on a effectuées ont permis de créer de la valeur. Donc tout ça a été une stratégie de timing assez intéressante qui nous a permis de créer de la valeur au porteur. Et 5,65, la performance nette 2023, c'est une performance de régime de croisière pour Territoire aujourd'hui, ou il faut imaginer une performance un peu un cran en dessous quand même à un moment? C'est une très bonne question. Moi, je pense que on a passé la période la plus compliquée, c'est la période où le stock perd de la valeur. Ouais. On a 2 autres périodes, dans la période de stabilisation des taux, où là le stock est constant, hormis l'inflation, l'indexation des loyers, qui influence également sur la valeur d'expertise. Mais il ne faut pas l'oublier, sur un fonds de capitalisation, 75% de la performance, c'est du rendement courant. Et donc on a quand même une base solide, avec des contreparties solides, des locataires solides sur des durées d'engagement très longues. Et finalement, la partie la plus simple, c'est quand le stock crée de la valeur. Et donc là, c'est un contexte de décompression des taux qu'on connaîtra peut-être en 2025. C'est quoi le rendement courant aujourd'hui? Le rendement courant, il est à peu près de 3,5% en 2023. D'accord. Bon, la France est un magnifique territoire pour investir dans l'immobilier, bien sûr, mais l'Europe est un autre terrain de jeu, Abdelkader. Je crois que ça fait 1 an qu'une stratégie a été lancée au niveau européen, c'est ça, hein? Complètement. Alors, on a lancé la SCPI Transition Europe en janvier 2023, donc ça fait 1 an, un bilan positif. Plus de 110 millions d'euros collectés dans un contexte très compliqué au niveau des SCPI. On a investi dans deux pays, en Espagne et aux Pays-Bas, 8 actifs immobiliers assez diversifiés. On a pu, Yann l'a dit tout à l'heure, on met une performance assez exceptionnelle. 8 combien déjà? 8,16%. 8,16. Et donc là, c'est une très belle performance dans un contexte un peu compliqué. Ouais. Parler de l'Irlande, c'est un marché qui sera intéressant pour vous en 2024? Alors, ça sera un des marchés qu'on va cibler parce que l'objectif, c'est de continuer à collecter, c'est de continuer à investir. On va ouvrir sur d'autres marchés. On parle de l'Irlande, Yann a parlé de Dublin, mais il y a également l'Allemagne et la Pologne avec des caractéristiques assez profondes, assez solides. Donc, l'idée, c'est aller chercher des performances de moins 7% sur la SCPI Transition Europe en ouvrant sur des marchés. Cécile, je le rappelais au début de la discussion, Arkéa RM marquera, je crois, ses 2 ans d'existence en mars 2024, c'est ça. Quelles sont les innovations qu'une jeune société de gestion immobilière veut apporter et apporte aujourd'hui au marché? Alors très rapidement, en fait, je suis ravie d'annoncer la création d'une nouvelle offre d'investissement chez Arkéa RM, qui est une activité immobilière un peu spécifique puisqu'elle est sur mesure, exclusive, et c'est une activité donc Club Deal qui est vraiment complémentaire au fonds existant. C'est évidemment une avancée supplémentaire pour notre société de gestion, mais c'est aussi l'observation des tendances du marché actuel qui nous ont poussé en fait à intervenir dès maintenant dans cette nouvelle gamme de produits. Ça veut dire que les clients, alors vous dites c'est complémentaire. Oui. C'est-à-dire que les clients veulent toujours faire de l'immobilier, ça, il n'y a pas de doute, mais ils veulent en faire... On en est persuadé, mais de manière... Différemment, c'est ça? Sans doute un peu différente, c'est-à-dire qu'ils veulent investir dans des opérations plus spécifiques, plus incarnées, dans lesquelles on n'achète pas un immobilier lambda, mais un actif spécifique, signature, c'est vraiment l'idée qu'on a derrière, et dans laquelle on réalise une opération extrêmement minutieuse et très attentive aux détails. Bon, concrètement, alors, comment ça fonctionne dans ce marché immobilier complexe? Il y a déjà des opportunités pour vous à saisir sous la forme de Club Deal? Tout à fait. C'est même peut-être déjà le cas, oui, Cécile. Oui. Tout à fait. Alors, en fait, on essaye de mettre en place des stratégies simples et lisibles, évidemment en cohérence avec les valeurs du groupe. Et c'est le cas du premier Club Deal qu'on a clôturé récemment, fin 2023, où en fait il s'est agi d'acquérir un magnifique immeuble des années 1920 à Neuilly, composé essentiellement d'appartements donc de résidentiels, dans lequel on va donc adopter une stratégie de création de valeur puis de revente. Le succès a été au rendez-vous et on a pu lever donc l'equity nécessaire dans un temps record, et donc on est très content d'annoncer qu'il y a un deuxième Club Deal qui arrive déjà sur le marché. Merci à vous, merci d'être venu parler immobilier pour conclure cette réunion annuelle, et merci encore à tous les experts maison au sein du groupe Arkéa IS qui sont venus partager leurs convictions et leurs solutions d'investissement pour 2024. Merci enfin à vous toutes et tous qui nous avez suivis pendant un peu plus d'1 heure à l'occasion de cette réunion annuelle digitale d'Arkéa IS. Évidemment, les équipes d'Arkéa IS et des sociétés de gestion affiliées sont à votre disposition à l'issue de cet événement pour répondre à toutes les interrogations et toutes les questions que vous pourriez avoir.